Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Il me tarde vraiment de vous retrouver en physique. Écoutez, on va rentrer dans le dur du sujet. Je voudrais commencer cette intervention en revenant sur la nouvelle polémique, celle de la semaine, lancée par le gouvernement concernant Strasbourg. Chaque semaine, sa polémique, mais celle-ci vraiment est différente. On a Gérald Darmanin, le ministre des cantines scolaires, qui a accusé la majorité écologiste dirigée par Jeanne Barzéguian de, je cite, financer une ingérence étrangère sur le sol français. Et sa ministre déléguée, elle a affirmé que ELV pactisait avec l'islam radical. En cause, l'adoption lundi d'une subvention à la construction d'une mosquée. Alors, sur le fond, on est tranquille, nous pourrions répondre aisément si la nuance et le débat démocratique étaient encore de mise dans ce pays. Je le fais, mais j'ai bien conscience que personne n'entend les arguments. Mais d'abord, premier point, nous parlons d'Alsace-Moselle, et nous avons le concordat et un droit local qui va jusqu'à obliger, dans une certaine mesure, la subvention de tous. Deuxièmement, rappeler que ce projet est ancien. C'est Léa, Diabalage. Coucou. Ce projet, il est ancien. Il a été initié par le maire socialiste Roland Ries, socialiste puis passé LREM, et la maire actuelle, Jeanne Barzéguian, en a quelque sorte hérité. Et trois, et le plus important, on a un gouvernement et son ministre de l'Intérieur et des cultes qui ment. Jamais il n'a alerté la maire du danger que représenterait l'association qui porte le projet. Et pour nous, c'est très clair, il n'y a aucune ambiguïté. Si cette association est dangereuse, qu'il la ferme. Vous connaissez peut-être la formule de droit latin, nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Eh bien, on y est. L'hypocrisie est grande, très grande au sein de ce gouvernement. Quand il s'agissait de faire des voix, eh bien, cette association semblait tout à fait fréquentable, puisque même Emmanuel Macron avait participé à l'Iftar, la rupture du jeûne, aux côtés de son ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb. Donc, pour notre part, on doit faire le distinguo entre les attaques qui relèvent du débat politique, même si c'est toujours plus violent, et les accusations dangereuses qui nous diabolisent. Je précise que Jeanne Barzéguian a déjà reçu des menaces de mort. C'est une mise en danger. Et je voudrais affirmer, on aurait aimé évidemment l'accueillir en physique avec nous, mais je voudrais affirmer ici que toutes et tous, nous faisons bloc autour d'elle et de sa majorité. Quand on est attaqué ou critiqué sur nos actions, comme à Lyon sur les cantines scolaires, ou sur notre programme, quand on nous reproche d'être le parti des arbres et des petits oiseaux, c'est une chose. En fait, c'est autant de médailles que nous accrochons à notre veste. Car oui, nous sommes pour une alternative végétarienne quotidienne dans les cantines. Oui, nous sommes aussi le parti des arbres et des petits oiseaux et on doit en être fiers. Oui, nous respectons nos engagements. Oui, on fait comme on a dit. Et par contre, lorsque les polémiques ou les critiques visent à nous sortir du camp républicain, là, les limites sont dépassées. Que des ministres usent et abusent des moyens de la puissance publique pour salir leurs adversaires politiques pour des raisons purement électoralistes, parce qu'ils sentent que nous sommes parfaitement dynamiques, ou pour faire diversion et tenter de déporter le regard de leurs échecs, là, nous ne pouvons l'accepter. Et autant l'hypocrisie est grande, autant la bassesse du ministre de l'Intérieur est immense. Finalement, Gérald Darmanin fait penser à cette belle phrase de Victor Hugo, « Il y a des hommes qui observent les règles de l'honneur, comme on regarde les étoiles, de très très loin. » Et que des ministres, plutôt que de travailler à leur tâche, préfèrent jouer les community managers ou les porte-flingues, ça c'est inacceptable. Et donc, de manière assez solennelle, c'est en accord avec le bureau exécutif et Jeanne Barzéguian qu'Europe Écologie Les Verts, je vous l'annonce, va déposer plainte pour diffamation contre Marlène Schiappa et Gérald Darmanin. Nous avons pris la décision hier soir et la plainte sera déposée courant de semaine prochaine. Vraiment, évidemment, toutes ces attaques valent tous les sondages. Nous sommes en dynamique, nous leur faisons peur, ils nous craignent, ils nous attaquent. Dont acte. Mais si on peut diaboliser ainsi un adversaire, alors il n'y a plus de débat démocratique. Et donc, nous nous en remettons aux juges pour dire le droit. Et nous appelons le président de la République à se concentrer sur la situation dans laquelle se trouvent les Françaises et les Français face à la pandémie, faute pour lui d'avoir pris les bonnes décisions à temps. Pour nous, il y a vraiment tentative de diversion. Sur la gestion de la crise sanitaire,
comme sur la pauvre loi climat. Sur la crise sanitaire, l'épidémie galope et le gouvernement court après la solution. La gestion de la crise sanitaire, c'est l'exemple type du mode de fonctionnement de ce gouvernement. Des ratés, des louvoiements, du trop peu, beaucoup de trop tard et jamais, jamais, jamais de remise en question. En fait, on n'y comprend plus rien. Ça a commencé par les masques, par les tests, les vaccins, les confinements, les reconfinements, les déconfinements, les couvre-feux à 18h, à 19h, les attestations, les suppressions d'attestations, les justificatifs de domicile, les sorties à plus de 1 km, plus ou moins de 10 km, les restez chez vous, les sortez de chez vous, on ne peut plus rien comprendre. Et foncièrement, et le plus important, le président nous dit avoir choisi de faire un pari. Comment peut-on parier sur la vie des gens au nom de la communication politique? Moi, je suis révolté par cette idée. Le pari, c'est l'économie au détriment de la santé. Et j'avais déjà un haut le cœur quand François Hollande pariait sa nouvelle candidature, si vous vous souvenez, sur la célèbre inversion de la courbe du chômage. Derrière la courbe, derrière les chiffres, il y a des gens, des familles entières qui sont meurtries par le chômage. Le chômage, on en meurt. Et c'est encore plus violent, évidemment, avec les décès imputables à ce pari réalisé par Emmanuel Macron. 250 décès en moyenne chaque jour. 250 décès, pour la plupart évitables. 250 familles endeuillées pour un pari, pour de la vulgaire com politique. Le cynisme est étalé au grand jour. Nos vies comptent finalement très très peu face à l'économie. Et ce pari, il l'a perdu. Et nous allons perdre sur tous les plans. C'est la triple peine. Des morts, le vrai faux confinement insuffisant pour enrayer les variants, mais délétère pour nos nerfs et l'activité économique, et finalement une mesure de frein encore plus brutale et qui est désormais inéluctable. Le pari est perdu, le mur est devant nous, les 100 000 morts approchent, et comme pour le dérèglement climatique, ce sont les plus pauvres qui sont les plus vulnérables. J'en veux pour preuve la spectaculaire surmortalité de Seine-Saint-Denis, pourtant parmi les départements les plus jeunes de métropole. Et le tout, alors que le 29 janvier, le Conseil scientifique avait prédit à la semaine près la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement du fait des variants. Mais hier, le président, il s'en vantait presque. Je le cite, je peux vous affirmer que je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec. Cette manière de gouverner s'en dit long sur l'arrogance et les certitudes qui sont le leur, et le fait de ne pas vouloir regarder les réalités en face. Ils ont longtemps rejeté l'idée de vaccinodrome, et le ministre de la Santé a dû finalement s'y résoudre. La France est classée 21e sur 27 pays européens en termes de vaccination complète. Et pourtant, ce n'est évidemment pas le personnel soignant ou les élus qui font défaut de mobilisation. C'est bien l'État, le gouvernement qui sont en carence. Cette épidémie a un coût dramatique. On approche les 100 000 morts. Nos soignants sont à bout de souffle. Nos hôpitaux sont au bord de la rupture. Les personnes hospitalisées sont plus jeunes et les hospitalisations sont plus longues. Et la crise que nous vivons a aussi un coût pour la santé mentale des Françaises et des Français, à commencer toujours par les plus vulnérables. Je veux revenir spécifiquement sur la situation des jeunes adultes, qui est finalement cette génération à l'horizon doublement obscurcie par le dérèglement climatique, obscurcie par l'absence de soutien de la part de ce gouvernement. Quel avenir pour celles et ceux qui passent leur journée devant des écrans pour suivre des cours, qui doivent faire la queue devant les associations caritatives pour pouvoir se nourrir, qui ont perdu leur job qui leur permettait de subsister? Nous réclamons toujours un plan d'urgence pour la jeunesse, augmentation des bourses, RSA pour les moins de 25 ans, allocation d'autonomie, Green New Deal avec tous ces emplois verts et non délocalisables, emploi vert généralisé, droit à un emploi vert. Cette génération, la génération climat, celle qui subit les affres et l'angoisse du dérèglement climatique, ne peut pas, ne doit pas, en plus, être abandonnée, sacrifiée face aux conséquences de l'épidémie et à l'incurie de ce gouvernement. L'épidémie a également un coût pour le monde de la culture et du spectacle. Je veux aussi en dire un mot. Comment comprendre que les lieux culturels restaient fermés quand les centres commerciaux étaient encore ouverts, quand les transports en commun étaient bondés? Les solutions existent, elles sont mises sur la table par les professionnels. La mise en place de protocoles renforcés pour les théâtres, les salles de cinéma, les musées.
Le soutien au monde de la culture fera d'ailleurs l'objet d'un vote, d'une motion de ce Conseil fédéral, et je sais que nos maires sont mobilisés pour soutenir la culture qui est si essentielle à nos yeux. Et comme le souligne une autre motion discutée cet après-midi, je crois, les causes de la pandémie prennent leurs racines dans la prédation de l'environnement, dans notre rapport si peu respectueux aux vivants. Et donc, selon la logique One Health, une seule santé, nous disons la santé humaine est interconnectée à la santé animale et celle des écosystèmes. C'est pourquoi, là aussi, il est urgent d'agir pour préserver nos écosystèmes et la biodiversité. Et c'est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin d'une vraie loi climat. Enfin, plutôt, nous aurions eu besoin d'une vraie loi climat. Parce que quand le président de la République a annoncé le lancement de la Convention citoyenne pour le climat, évidemment, nous étions méfiants sur la tentative énorme, visible, de diversion et la tentative de gagner du temps. Mais on a salué l'exercice démocratique participatif à condition que ça ne soit pas une mascarade. Deux longues années après, 2 ans, on connaît évidemment maintenant le résultat, une mascarade. Le président de la République a piétiné sa propre promesse et la loi climat et résilience, qui devait reprendre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, est une coquille vide. Le Haut Conseil pour le climat lui a attribué la note de 3,5. Les 150 de la Convention citoyenne pour le climat, une moyenne de 3,3 sur 10. Et 2,5 à la question de savoir si la réponse était à la hauteur du mandat initialement confié à la Convention. Et ces 2 mauvaises notes viennent s'ajouter aux nombreuses insuffisances relevées par le Conseil national de la transition écologique ou le Conseil économique, social et environnemental. Une fois encore, une fois de plus, le débat démocratique est abîmé pour sa part. L'examen de la loi à l'Assemblée s'est déroulé dans des conditions déplorables. On a des centaines d'amendements qui ont été déclarés irrecevables en toute mauvaise foi et sans possibilité de recours. Et évidemment, c'était celles et ceux des députés écologistes. Et on a cette instauration d'un temps législatif programmé, 45 heures de temps maximum, et qui résume le mépris pour l'Assemblée d'une part et pour ce sujet fondamental d'autre part. Sur les 150 propositions, seules 10 ont été reprises sans filtre. Et pour 46 autres, elles se retrouvent plus ou moins modifiées. Je vois un peu parce que je vais en faire le décompte. Soyez patients, ça va être un peu long. Et c'est nécessaire d'étaler au grand jour la supercherie. Donc on a un tiers qui sont modifiés et modifiés partiellement ou avec des délais étendus. Des délais qui sont incompatibles avec le rythme nécessaire de l'action contre le changement climatique. C'est le cas pour le score carbone, plus tard. La sortie progressive des avantages fiscaux sur le gazole, ça c'est dans quelques années. La mise en place progressive d'un système de consigne de verre, ça c'est pas tout de suite. La fin de la vente des véhicules thermiques les plus émetteurs, ça c'est même pas certain. Le renforcement d'une éco-contribution kilométrique, taxer le secteur aérien, c'est pas demain. Et la proposition d'un plat végétarien quotidien dans la restauration collective publique, ça encore, c'est plus tard. On a un autre quart des propositions qui ont vu leur champ d'action réduit. C'est le cas de l'interdiction de faire la publicité. Au départ, c'était l'ensemble des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre sur tous les supports publicitaires. Elle est quasi réduite à néant. C'est la fin du trafic aérien sur des vols intérieurs. Ouais. C'est complètement esquivé. L'interdiction de construction de nouveaux aéroports et les extensions d'aéroports, elle est contournée. Et idem pour la mise à disposition de pièces détachées pour réparer tous les produits manufacturés, escamotés. La rénovation thermique des bâtiments qui devait être imposée, zappée. Et je ne parle même pas des propositions soumises au volontariat et qui donc évidemment sont enterrées. Et certaines sont encore plus sorties du texte. C'est le cas de la baisse demandée de la TVA sur les billets de train, abandonnée, ou le crime d'écocide, si brillamment défendu par Marie Toussaint, que nous avons encore promis en août le garde des Sceaux, et qui en fait se transforme, comme on pouvait malheureusement le craindre, en un petit délit d'écocide, et dont la mise en œuvre est construite pour être inemployable. Au final, on a une pauvre loi qui, comme d'habitude, ne changera rien et laissera la part belle aux industriels et aux lobbies. Une pauvre loi qui rate assurément l'objectif de ces millions d'emplois verts dont nous avons tant besoin
des millions, des emplois non délocalisables qui ont du sens, et une pauvre loi qui ne protégera pas les plus vulnérables qui sont déjà victimes des inégalités sociales et environnementales. Une pauvre loi, finalement, à la hauteur du bilan du quinquennat Macron, tout ça pour ça. Or, nous disons, nous, diriger, c'est poser des actes, c'est assumer ses décisions, c'est faire preuve de courage et de ténacité. C'est ce que font nos maires et nos élus. Nous n'avons pas peur, on fait comme on a dit. L'urgence est là, on n'a pas le temps avec ces polémiques stériles. Notre devoir est d'agir. C'est ce que font nos maires à Lyon, avec sa métropole, ou à Poitiers, à Savigny-sur-Orge, à Saint-Pierre-du-Vauvray, à Besançon, et j'en passe. Nous préparons l'avenir. Parce que finalement, si on prend un petit peu de recul, il n'y a plus que 3 grands projets politiques sur la table aujourd'hui. Le passé, le présent, l'avenir. Le passé, c'est Marine Le Pen. C'est un retour vers un passé fantasmé d'ailleurs, qui n'a jamais vraiment existé. Elle imagine ou elle fait semblant de croire qu'en rétablissant les frontières, on réglerait la pandémie, l'évasion fiscale, le dérèglement climatique. Ça ne fonctionne pas, évidemment, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. En l'écoutant, si on l'avait écouté, on aurait commandé un vaccin franco-français et on attendrait encore les doses de Sanofi. Heureusement que l'Europe est montée au créneau, évidemment. Emmanuel Macron, c'est le présent. Il s'adapte tellement qu'en vérité, on ne sait plus quel projet il veut défendre. Je parle de projet à 20 ou 30 ans. Si vous avez connaissance de ce projet, vraiment dites-le nous. Je crois que même chez eux, ils ne savent même pas définir ce que c'est le macronisme. Il ne sait même pas ce qu'il veut, non pas à 20 ou 30 ans, mais pour la fin de son quinquennat. Peut-être la réforme des retraites, peut-être la proportionnelle. Emmanuel Macron, il ne sait même plus pourquoi il réforme, si ce n'est pour arranger les affaires des bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau et qui l'ont soutenu pendant la campagne présidentielle. Et l'avenir, c'est la lutte, clairement, la lutte contre le dérèglement climatique et l'injustice sociale, ces 2 défis du XXIe siècle qui sont au cœur de nos projets et au cœur du projet des générations futures. Notre projet, c'est celui que nous construisons avec le pôle écologiste, le Rassemblement des écologistes, comme nous nous étions engagés lors de notre congrès à Saint-Denis, rassembler les écologistes et les gauches pour porter un projet d'avenir. Alors, les discussions furent complexes sur cette préparation de la présidentielle et des législatives. L'enjeu, c'était de trouver la bonne structure, celle qui nous permettra d'avancer unis vers l'élection présidentielle de 2022 et les législatives par la suite. On s'est tellement entravé par le passé que là, l'enjeu, c'est de construire ensemble. Et je suis heureux de vous dire que nous avons trouvé un accord au sein du comité de pilotage du pôle écolo. Conformément au cadre que nous avions adopté en fin d'année dernière, et puis comme en 2016, les conseillers et les conseillères fédérales titulaires pourront être marraines et parrains des candidats et des candidates. Et pour ces candidats et candidates, il faudra réunir la confiance de 28 d'entre vous pour pouvoir se présenter. Vous aurez donc la lourde responsabilité, l'immense responsabilité de valider les candidatures pour cette élection où nous jouons rien de moins que la victoire. Les autres partis partenaires pourront présenter des candidatures également. Ces candidatures seront connues en juillet, puis le vote de désignation aura lieu de mi-septembre à fin septembre. C'est ce que nous allons présenter et débattre demain, la proposition du comité de pilotage qui sera actée, j'espère, demain dimanche. Et je voudrais vraiment dire merci, un grand merci à Jérémy Yordanov, Sandra et surtout Hélène Hardy pour ce travail exigeant, souvent ingrat, mais si nécessaire. Je crois que sans eux et sans elles, on n'y serait peut-être pas arrivé. Vraiment, c'est un travail phénoménal. Et un merci aussi à François Thiollet, qui pose les bases du socle programmatique que nous examinerons en juillet. Mais même si les regards sont tournés vers la présidentielle et législative, et que notre responsabilité, c'est bien sûr de préparer cette séquence, ce serait une grave erreur que de se tromper d'élection. La priorité est aux élections départementales et régionales. On doit continuer notre chemin sans brûler les étapes et ne pas confondre, comme le font beaucoup d'autres, élections régionales et élections présidentielles. Pas à pas, étape par étape. Et alors maintenant ressurgit le spectre d'un report des élections. Et en fait, il y a 2 questions qui se posent. D'une part, la campagne et le jour du vote. Le temps de la campagne,
la responsabilité sanitaire incombe aux organisations politiques. Et moi, je sais que partout dans le pays, les écologistes inventent de nouvelles manières de faire campagne dans le plein respect des consignes sanitaires, en mettant en œuvre les possibilités qu'ouvre le militantisme relationnel. Ça permet de s'adresser d'ailleurs à un public qui ne ferait pas le déplacement, mais qui est bien curieux et avide des solutions que nous offrons. Ça permet de s'ouvrir à de nouveaux publics. Et puis le jour du vote, la responsabilité, c'est celle du préfet. Et si nous pouvons travailler, nous devons pouvoir voter. Il faut tenir la date fixée et ne pas confiner la démocratie. En cette période difficile et qui s'éternise, on ne doit pas se laisser distraire. Moi, je crois fermement que notre projet écologiste est l'alternative pour un monde meilleur et que les régions constituent l'échelon idéal pour planifier, pour investir, pour anticiper, pour initier cette nécessaire transition écologique dans la justice sociale. C'est la direction à suivre. Nous sommes sur le bon chemin. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus seuls. En témoigne l'extraordinaire envie de la jeunesse pour cette alternative que nous avons souvent portée, trop longtemps portée seuls et isolés. Et c'est pourquoi, dès demain, dans le respect des gestes barrières, avec nos masques, nous serons aux côtés de la génération climat, des associations, des ONG, des citoyennes et des citoyens, dans la rue, pour participer aux marches climat partout sur le territoire. Je nous encourage à être nombreuses et nombreux pour marteler l'urgence climatique et l'urgence à agir. Ces marches de la jeunesse, je pense à celle de vendredi, il y a 10 jours, cette mobilisation de la génération climat, c'est pour tous les écologistes la plus belle des promesses. Il n'y a rien de plus émouvant en fait. Nos aînés se mobilisaient pour les générations futures et elles répondent désormais présentes. Nous sommes la première génération qui ressent vraiment le dérèglement climatique et la dernière qui peut agir pour l'enrayer. Camus disait « Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde ». C'est-à-dire la tâche de la génération climat est effectivement plus grande encore. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Comme disait René Dumont, écologie ou barbarie, nous y sommes. Ces marches, nos marches, sont tout autant une révolte contre le cynisme du monde qu'un passeport pour l'espoir. Alors déroulons notre détermination sereine et joyeuse. Nous sommes la nature qui se défend. Alors maintenant, en avant. Il s'agit non plus d'influencer les décideurs, mais bien de les remplacer. Pour agir enfin, pour engager la révolution de velours dont notre pays, dont notre planète a besoin. C'est la plus belle des aventures, celle de réinventer le monde pour le garder vivant. Alors, en avant les écolos. Merci à vous.